Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono, comme chaque jeudi en direct et comme chaque jeudi à mes côtés, Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous allez notamment nous présenter les événements sportifs du week-end, mais également un entretien que vous avez réalisé avec Rabi Zerwal, l'entraîneur du Poiré Survie Football, donc qui accède au National 2. On parlera basket également avec la Roche Vendée Basket. Et on va parler football donc avec cet entretien, mais aussi avec notre chroniqueur Baptiste Brossard. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Aurélien. On va dresser un peu le bilan de cette saison 2023-2024. Et puis également, tout au long de cette émission, on va parler d'une toute nouvelle discipline qui, pour la première fois, sera en Vendée en mode compétition ce week-end du côté de Fontenay, dès ce vendredi d'ailleurs. C'est la trottinette électrique, la e-trot, avec la 3e manche du championnat de France de e-trot racing, donc sur la piste de karting de la Michetterie à Fontenay-le-Comte. Alors pour nous en parler, nous recevons la présidente et le vice-président du Motoclub de Fontenay, Monique Martin, donc la présidente, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et Laurent Poupin, vice-président, bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlerez dans quelques instants donc de cette e-trot racing et de l'organisation de cette compétition ce week-end à Fontenay. Mais on va commencer avec du basket, donc Alexandre, puisqu'il y avait une conférence de presse dans nos locaux ce matin de la Roche Vendée Basket Club avec le président et le coach Manu Baudy pour faire un bilan de la saison écoulée, mais aussi parler de la saison prochaine. Bah oui, exactement, une saison marquée par un maintien en Ligue féminine, bien sûr, mais aussi par beaucoup de gros temps et d'orages, comme l'a dit David Cotreau, le président du RVBC, des points retirés au classement, une interdiction de recrutement cet hiver. Le RVBC devait aussi faire face à un lourd déficit laissé par l'ancienne présidence, près de 200 000 €, soit environ 10% du budget annuel du club. Le président David Cotreau souhaite en tout cas redresser la barre en s'appuyant sur ce qu'il appelle le modèle économique vendéen. Alors cela veut dire compter sur les bénévoles du club, ils sont environ une centaine mobilisés sur chaque rencontre, et puis aussi et surtout aller chercher des moyens. Cela passera par davantage de partenaires privés. Objectif, passer de 180 à l'heure actuelle à près de 250, et ce dès la saison prochaine. Je vous propose de l'écouter, David Cotreau. Sportivement, on a atteint l'objectif, qui était le maintien. Tout le monde nous voyait enterrés. On entendait dans les Udderies en janvier, février. De toute façon, ça va, ils vont descendre. Nous, on y a toujours cru. Moi, j'ai toujours cru. Moi et Manu, on était les premiers à y croire. On n'avait qu'un seul plan. C'était de se maintenir en LFB. Et on y a réussi. Donc, sportivement, c'est génial. On a réussi à... Malgré les 2 dernières défaites, c'est dommage, mais on savait qu'on était déjà maintenu, donc ça a dû jouer à mobiliser le staff et l'équipe sur un seul objectif qui était le maintien. Maintenant, économiquement, c'est encore pas gagné. C'est à nous d'engager des nouveaux partenaires, associer vraiment le basket féminin de haut niveau. La seule équipe professionnelle de Vendée, elle est où? Elle est à La Roche, elle est aux Udderies, elle est en Vendée. Donc le RVBC est de dire à ces nouveaux partenaires que s'associer avec une équipe de sport féminin de très haut niveau, c'est vraiment un très beau vecteur de communication. Il faut qu'on travaille sur différents axes, donc les charges, on a déjà énormément travaillé. Maintenant, il faut trouver des nouvelles recettes pour pouvoir construire l'effectif qui correspondra à nos ambitions. Maintenant, on y travaille, donc voilà, je ne suis pas inquiet, on va y arriver. Alors côté sportif, Louise Prénaud, Sarah Ousfar et Vassiana Gomis vont rester. Discussion toujours en cours en revanche avec l'américaine Joy Adams. La jeune pousse du centre de formation Ashley Bawara, qui a eu plusieurs minutes de temps de jeu cette saison, signera elle un contrat aspirant, ce qui est la marche juste avant un contrat professionnel. Et puis une nouvelle recrue a d'ores et déjà été annoncée. Vous allez le voir, c'est Emma Peytour. Elle sera tigresse la saison prochaine. L'arrière de bientôt 24 ans arrive de Chartres, équipe avec laquelle elle a décroché le titre de LF2 cette saison. Allez, on va donc parler maintenant de trottinette électrique, de e-trot racing. Le championnat de France fait étape à Fontenay-le-Comte ce week-end avec des essais ce mardi et puis donc des épreuves officielles samedi sur la piste de karting de la Michetterie. Et donc, on a avec nous la présidente et le vice-président du Motoclub de Fontenay. Alors peut-être avant de parler plus précisément de e-trottinette, Monique Martin, présentez-nous un petit peu en quelques mots ce Motoclub de Fontenay. Alors, c'est un motoclub de petite taille, d'environ à peu près 25 licenciés et 25 adhérents, qui remonte après une chute, on va dire, on a bien chuté au niveau licencié depuis des années. Donc je suis présidente depuis 4 ans, et quand j'ai pris la présidence, on était à 9 licenciés. D'accord. Donc ça remonte petit à petit. Le noyau est de plus en plus soudé. Des anciens reviennent, donc ça nous donne aussi la pêche et envie d'aller plus loin. Ça nous permet aussi de pouvoir faire des roulages sur le circuit de la Michetterie qu'on loue à la société d'économie mixte, la SEM, les circuits de Vendée.
puisque ce circuit est géré par cette société. Ils ont un grand circuit et le petit circuit de karting sur lequel nous, on s'y trouve, qu'on fait des roulages à l'année. On en fait à peu près 6 par an. Et on organise 2 courses de championnat, 2 manches du championnat de France. Donc ce week-end, c'est mini OGP, donc mini OGP Objectif Grand Prix. Hein, ils veulent, nos petits jeunes, puisque ça commence à partir de 7 ans, veulent devenir des grands pilotes. C'est ce qu'on leur souhaite, mais bon, il faut être raisonnable, tout le monde ne le sera pas non plus. Et puis, en plus, cette année, il y a l'e-trot racing, le championnat de France des trottinettes électriques. Donc, c'est une première en Vendée, et on est très heureux de les accueillir sur notre site. Alors, comment ça s'est fait? Comment la e-trottinette est arrivée à Fontenay ce week-end avec cette manche du championnat de France? Alors, c'était un souhait de la fédération de rentrer dans cette nouvelle mobilité. Donc la fédération a lancé ce championnat de trottinette électrique. Il y avait déjà eu quelques petits trucs sur des grands circuits qui avaient été quelques essais, mais ça n'avait pas abouti à un championnat. Et donc cette année, ils ont lancé ce championnat. Et ils avaient fait des essais sur des grands circuits. Techniquement, ça allait pas. Donc ils ont décidé de mettre ça sur des circuits karting et de mélanger ça, de rajouter ça au championnat de France mini OGP sur les circuits karting. Et alors pourquoi Fontenay? Pourquoi vous? Comment vous êtes retrouvés, vous, à accueillir cet événement? Tout simplement parce que le mini OGP, ça fait 3 ans maintenant qu'il existe, et c'est les championnats de France. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le club, donc et les championnats de France, on en a toujours fait. Donc ça a été intégré à ce championnat de petites cylindrées avec les enfants. Donc il y avait la place pour les mettre au niveau des créneaux horaires, et donc ça s'est lancé comme ça. Maintenant, voilà, c'est lancé, on va bien voir si ça marche cette année. Puis après, c'est une suite logique, puisqu'on va tous vers l'électrique, donc il faut aussi pouvoir s'adapter à ce qu'il y a à venir. Déjà. On sait qu'on a déjà une moto électrique sur le circuit ce week-end. D'accord. Voilà, donc il faut suivre l'évolution et le respect de chacun, puisque tout le monde veut aller vers l'électrique. Donc on va essayer de tout faire pour pouvoir y arriver. Et après, il faut que tout suive derrière, les structures, etc. Et notre site a besoin de renouveau. Parce que les trottinettes électriques, il faut être honnête, il faut de la puissance électrique, parce qu'elles vont rouler un quart d'heure et elles ont besoin d'une charge de 1h30 derrière. Pour un quart d'heure de course. Pour un quart d'heure de course. Donc, le site étant pas adapté électriquement, on a loué un groupe électrogène. D'accord. Donc ça aussi, c'est pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Et puis, s'il y a des choses qui peuvent se mettre en place, justement, pour avoir une puissance supérieure. Voilà. Et puis, réaménager, remettre ce site, on va dire, en le modernisant, plus correct, au goût du jour. Et puis, voilà. Ça permet aussi d'attirer plus de monde. Un nouveau public. Un nouveau public. Alors, on a vu quelques images, alors on parlera peut-être un peu plus techniquement tout à l'heure de quoi il s'agit, parce qu'on n'est pas sur la trottinette de monsieur et madame tout le monde Pas tout à fait. Au quotidien, donc on en reparlera dans quelques instants, mais il est l'heure maintenant, Alexandre, de découvrir les premiers autres rendez-vous sportifs du week-end. Exactement, on ouvre cet agenda avec une équipe qui termine ce week-end sa saison en football, place à la 22e et dernière journée de D3 féminine pour la Roche ESO. Les Ornésiennes, 5e au classement, accueillent les Troyennes, lanterne rouge du groupe. Coup d'envoi de cette rencontre samedi soir à 18h30 au stade de Saint-André-d'Ornay. Après avoir validé sa montée en N2, l'heure est aux festivités du côté du Vendée Poiré Football. Le club souffle ce samedi ses 70 bougies. Pour l'occasion, plusieurs animations et matchs sont organisés au stade de Lidonnière. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans l'entretien. En rugby, c'est le moment que les Sablés attendent depuis le début de la saison. Dimanche après-midi, le RC Sablé a l'occasion de décrocher son accession en Fédéral 2. Pour cela, il faudra remonter le retard du match aller et s'imposer par au moins 12 points d'écart face à la formation de Rivesaltes-Bachas. Rendez-vous à 15h dimanche à la rue de Lierre. Sur les terrains de Ringcoquet, la saison se poursuit toujours en N1 Élite pour la 20e et antépénultième journée du championnat. La Vendéenne accueille Noisy-le-Grand. Début de la rencontre à 21h samedi du côté de l'Angelmière.
Et puis un double événement ce week-end pour la Vendéenne puisque la formation lyonnaise des moins de 18 ans jouera ses playoffs à domicile, qualification le samedi avant les finales dimanche et c'est à suivre bien sûr là aussi au complexe de l'Angelmière. Fin de saison également ce week-end sur les parquets de handball pour sa dernière à domicile de la saison. Pouzauges reçoit la réserve du HBC Nantes, une 26e journée de National 1 masculine sans enjeu pour les hommes de Steve Berger déjà relégués, mais l'occasion de faire vibrer une ultime fois la salle de l'Étoile samedi à 19h. Clap de fin également sur le championnat de N1 féminine avec la 22e journée assurée de terminer comme dauphin. Le groupe d'Ophélie Charbonneau accueille Mérignac. Une rencontre lancée à 20h30 samedi à la salle Omnisport de la Roche-sur-Yon. Et puis enlevé de rideau à 19h, place à la 22e et là aussi dernière journée de National 2 féminine. Lanterne rouge est déjà reléguée. L'équipe 2 de la Roche-Vendée Handball affronte à Limoges, une formation classée juste au-dessus. L'objectif pour la réserve lyonnaise, ce sera de laisser cette dernière place du groupe aux Limougeaudes. Merci Alexandre, et on notera en effet qu'on arrive dans la période de la saison où vous pouvez utiliser le mot antépénultième. Effectivement, vous en profitez, vous avez dire. bien raison. Allez, c'est l'heure maintenant de parler football avec Baptiste. Alors Baptiste, on va pas faire le bilan de cette saison, même si elle n'est pas totalement terminée. Comme l'a dit Alexandre, il y a encore un match en D3 féminine, il y a des finales de coupe dont on va parler également. Mais en tout cas, pour le National 2, c'est terminé. Et on a vu une belle saison, notamment du côté de La Roche. Effectivement, on peut parler de dernier tour de piste, c'est un peu le thème de ce soir, avec effectivement La Roche qui malheureusement échoue pour un seul but. C'est cruel, mais en même temps ça fait partie du sport. Ce qu'on peut retenir en regardant le classement, c'est que les écarts, mine de rien, sont minimes, à part La Roche et le Paris Atlético qui se sont détachés sur la fin, et Libourne qui a lâché en ayant perdu contre le Paris Atlético il y a 4-5 journées. Si on regarde le reste du classement, c'est extrêmement serré. Des Herbiers jusqu'à Saint-Privé-Saint-Hilaire, il y a rien du tout. Et parmi ces équipes-là, il y avait clairement des équipes qui à la base devaient jouer le haut de tableau, dont les Herbiers et entre autres Bergerac. Si on revient sur La Roche, je pense que c'est quand même une très grosse saison. Faut se rendre compte que sur cette poule-là, à la base, ils étaient censés se maintenir. Et au final, ils se sont retrouvés dans une dynamique, je pense, la suite de la saison précédente où ils étaient montés et ils ont joué le top 3 tout au long de la saison avec des rendus de très très bonne qualité. Je me souviens encore de matchs contre Romorantin ou Bergerac. On avait quand même des rencontres de très très haut niveau. C'est sûr que doit y avoir un goût amer, mais on peut se dire que si l'effectif reste inchangé et qu'on repart avec les mêmes bases, avec le même staff qui ne devrait pas changer, il est clair que la saison prochaine, La Roche sera attendue. C'est peut-être ça le problème, c'est que l'année prochaine, ils seront sûrement plus attendus que cette saison et il faudra décupler les efforts. Concernant les Herbiers, là, on peut parler de déception. Eux avaient quand même annoncé qu'ils souhaitaient aller chercher la montée. Ils ont eu un énorme trou d'air sur la période février-mars. Jusqu'en janvier, ils étaient donc avec Libourne, Paris et La Roche. On pensait qu'ils allaient savoir mettre le coup de collier qu'ils n'avaient pas su mettre la saison précédente. Et malheureusement, c'est un peu bis repetita. Avec une fin un peu maussade, et on a même eu peur un peu de la fin où la zone de relégation se rapprochait très très fort. Donc saison à oublier et sûrement un été chargé pour les Herbiers. Et alors du côté du National 3, là il y a un club qui a le sourire et qui va pouvoir fêter ses 70 ans dans la bonne humeur ce samedi, c'est Poiré. Je pense que c'est le fait majeur de la saison 2023-2024. Hein. Le Vendée Poiré Football qui retrouve la National 2 13 ans après. La dernière saison, c'était en 2010-2011, si je ne dis pas de bêtises. Et bravo au Poiré, à l'équipe de Rabbi Zerwal, au groupe de Rabbi Zerwal, constant de septembre à mai. Il n'y a pas de secret, là aussi c'est un championnat très très compliqué où chaque week-end il faut se battre et mettre tous les ingrédients pour aller chercher des points. On pensait qu'avec les défaites, en particulier à Fontenay, où ça avait été quand même un score très très sévère, hein, le Poiré avait perdu 7-1 à Fontenay. Fontenay revenait en pleine balle sur les premières positions. On s'était dit que le Poiré avait pris un gros coup sur la tête, et malgré ça, ils ont gardé cette constance et ils ont un finish parfait avec 4 victoires en 4 rencontres, et ça les met sur cette position-là de leader
au niveau de l'avant-dernière journée, ils ont réussi à conclure assez facilement à Château-Gontier qui était dernier et qui n'avait plus rien à jouer samedi dernier. Donc, Et alors justement, on va rester avec cette équipe du Poiré. On va faire une petite pause dans la chronique football puisque c'est l'heure maintenant de l'entretien. Et entretien que vous avez réalisé, Alexandre, avec le coach du Poiré, Rabi Zerwal. Effectivement, le coach du Poiré, le Poiré qui va fêter ses 70 ans lundi, le Poiré qui est monté en National 2. Nous sommes donc allés poser nos caméras à Lidonnière pour y retrouver Rabi Zerwal. On revient évidemment sur cette saison et puis aussi sur les ambitions dès la saison prochaine en National 2. Bonjour Rabi Zerwal. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté cet entretien pour 85 chrono. Avec plaisir. On ne pouvait se retrouver qu'ici, forcément au stade de Lidonnière. Le Vendée Poiré Foot a validé, ça y est, sa montée en National 2 pour la saison prochaine, et ce grâce à une première place décrochée en N3. Alors l'entraîneur que vous êtes, Rabi, forcément, il est heureux après cette saison aboutie? Forcément, après une saison comme ça, on peut être que heureux du dénouement et du scénario aussi, qui s'est décanté au fil petit à petit dans la saison, mais surtout dans le finish. C'est quoi le sentiment qui vous habite aujourd'hui, là, quelques jours après avoir validé ce ticket pour la N2? De la fierté aussi, parce que je suis au club depuis maintenant un certain temps et j'ai vu des jeunes grandir, évoluer, des joueurs qui nous ont fait confiance après pour rejoindre le projet et voir que tout ce beau monde soit récompensé. Donc il y a aussi cette fierté qui domine. Cette montée, en tout cas en N2, elle a été validée samedi 18 mai, une victoire 4-1 sur la pelouse de Château-Gontier en Mayenne. Un succès, vous assurez la première place sans avoir à vous soucier des résultats des poursuivants. Rabi, est-ce que la nuit qui a précédé cette rencontre, elle a été un peu plus mouvementée que les autres cette saison? La semaine, après la victoire contre Niort et sachant que Nantes avait perdu, on était passé leader. À une semaine, à une journée de la fin du championnat. Donc forcément, toute la semaine a été un peu... beaucoup de choses qui se passaient dans la tête. En fait, et si. Alors on se projetait, donc il fallait rester tranquille, mais toute la semaine, ouais. Vous bouclez en tout cas cette saison en tant que co-meilleure défense et deuxième meilleure attaque du groupe de N3. Rabi, qu'est-ce qui explique cette métamorphose entre la saison passée où les objectifs du club étaient plutôt tournés vers le maintien et puis cette saison qui s'achève avec une montée? Après, quand on figure parmi les meilleures défenses du championnat, et encore, il y a une grosse déroute à Fontenay, on en prend 7 sur un non-match. Donc si on avait juste fait un résultat, quitte à perdre, un résultat, je veux dire, acceptable, on aurait été, je pense, largement meilleure défense. Et je pense que ça dénote d'un état d'esprit. Ce que je dis toujours aux garçons, pour moi, la force, c'est vraiment l'état d'esprit d'une équipe. Elle se retrouve dont l'équipe défend, en fait. Quand l'équipe défend bien, ça nous permet de réaliser des gros parcours. Et on le voit dans tous les autres championnats, les meilleures défenses, elles sont souvent en haut. Effectivement, Rabi, vous parlez de cette défaite 7-1 face à Fontenay sur la 18e journée. Il y a eu une deuxième défaite aussi pas très loin, 4 journées plus tard, lors de Nantes, contre la réserve du FCN, défaite 2-0. Est-ce que vous diriez que peut-être paradoxalement, ces deux défaites, elles ont servi à réaliser un sprint final qui a été parfait avec 12 points sur 12 possibles? Mais après, quand on a perdu notamment à Fontenay, on ne savait pas trop. On espérait que ça soit un accident et qu'on puisse se relever. Mais le match d'après, ici, contre Choret, au bout d'une minute, on mène 1-0. Et puis ça y est, on était lancé. Mais après ces défaites-là, déjà, c'est les deux seules défaites de la deuxième partie de saison. Et on est resté très calme. On s'est dit les choses avec les joueurs, avec le staff. Et on est resté vraiment focus, concentré, et très, très calme, très détendu. Il n'y a pas eu de petits tremblements de terre au sein du vestiaire ou quoi que ce soit. Vraiment, on est resté très, très focus sur ce qu'on voulait faire et on s'est dit les choses parce qu'on avait vraiment fait un non-match. Rabi, si on revient en début de saison, votre président Jean-Yves Cougneau avait fixé, lui, l'objectif des 3 premières places. À quel moment cette saison avez-vous senti que finalement, cet objectif top 3, il pouvait se transformer en un objectif monté, tout simplement? À Laval, pour moi. Parce qu'on sortait d'un mois de février, on avait joué Saint-Philbert, Vertou, et puis on enchaîne sur Laval en début avril et on gagne 1-0 à la 93e à Laval. On sort d'un très gros match et ce soir-là, on passe premier. Mais on est redescendu deuxième le week-end d'après. Mais on passe premier ce soir-là et c'est vrai qu'on s'était dit avec les gars qu'il y avait peut-être un truc à faire parce qu'on avait passé, à part Fontenay et Nantes, on avait passé tous les plus gros du championnat. On avait un calendrier qui, si on faisait le job, comme on dit, qui nous permettait peut-être, qui nous aurait permis d'aller plus haut. Et c'est ce qui s'est passé. Un petit mot aussi sur l'un des artisans de cette montée, votre attaquant Jordan Cuvier, auteur d'une saison pleine, on peut le dire, 18 buts en championnat, 20, toutes compétitions confondues. Il va forcément être très courtisé à cette intersaison. Ouais, forcément, après c'est le jeu, c'est normal. Jordan nous a beaucoup aidé pour pouvoir monter avec des buts forcément hyper décisifs. Je pense au match de Niort. Très récemment, ici même. Exactement, mais aussi le dernier match. Voilà, on connaît ses qualités de buteur. Voilà, le projet de jeu aussi fait en sorte d'essayer de le mettre en lumière
un maximum. Et voilà, ça fait partie du truc. Après, le fait d'être courtisé, c'est logique. Nous, on a rencontré nos joueurs déjà, on a échangé avec eux, on a bon espoir pour le garder et continuer à construire aussi autour de lui et avec lui. Et Rabi, vous faites partie de cette ossature. C'était votre 6e saison sur le banc de l'équipe première du Vendée Foot. Est-ce que vous serez toujours là le 17 août prochain pour la première journée de N2 ? Normalement, oui. Normalement, oui. Après, on n'est pas là avec les présidents, pour tout vous dire, on ne s'est même pas encore rencontrés sur mon cas, mais on n'est pas là avec les présidents à se poser la question. On est parti sur un projet maintenant depuis plusieurs saisons. Moi, ça fait 17 saisons que je suis au club. Depuis 2007, c'est ça ? Depuis 2007. Ils m'ont fait confiance quand on a eu une descente administrative en R2, on est reparti, et on savait qu'on était reparti ensemble pour un projet. Et un projet, c'est pas 1, 2, 3 saisons. Voilà, c'était de remonter en N3, c'était la première étape. Après, il y a cette belle surprise de la N2. Donc j'ai bon espoir qu'ils continuent à me faire confiance. Ouais. Une belle surprise. Qu'est-ce que ça signifie pour la saison prochaine ? Est-ce qu'il y a déjà des objectifs sportifs pour la N2 l'an prochain ? Ouais, non, bien sûr. On s'est rencontrés assez vite avec les présidents, avec les joueurs, avec le staff. Et l'objectif, il est tout simple. C'est partir sur un maintien, une première année. Très peu de joueurs de l'effectif ont joué en N2. Donc ça sera une découverte. Certains des joueurs qui ont participé à cette montée en National 2 jouaient déjà en R2 quand j'ai pris l'équipe. Ils ont fait la montée en R1, ils ont su passer une étape. En N3, ils ont passé encore une étape. Et maintenant, la N2. Donc on ne peut pas viser autre chose que le maintien pour être raisonnable. Voilà. En tout cas, cette montée, elle vient conclure une saison vraiment, on peut le dire, flamboyante pour le Vendée Foot, qui a d'ailleurs aussi vu son équipe 2 monter de R2 en R1. Et puis pour couronner tout ça, le club fête ce samedi 25 mai, ici même, au stade de Lidonnière, ses 70 ans. Alors il y a plusieurs animations de prévues, des matchs de gala aussi. Il y aura un logo du club, même en fresque humaine. Vous serez peut-être partie de cette fresque, Rabi ? Normalement, j'y serai. Ouais. Bon, ouais. Vous y serez en tout cas pour fêter ces 70 ans ? Bien sûr. On s'aperçoit déjà qu'on est dans un club qui a une histoire qui est très riche, tant au niveau national qu'au niveau du département. Voilà, on accueille tous les footballs, j'ai envie de dire, parce que l'année prochaine, on va du N2 à la 5e division de district en senior, et c'est ça dans toutes nos catégories jeunes. On est au plus haut niveau, quasi au plus haut niveau, et au plus bas niveau. Voilà, c'est aussi se dire qu'on fait partie d'une grande famille et d'un club avec une grande histoire. Avec une victoire aussi en Coupe de Vendée Loisirs, si je ne me trompe pas, cette saison. Prochain rendez-vous en tout cas pour les jeuneaux, hors des terrains, mais un petit peu sur les terrains quand même, avec les 70 ans du Vendée Foot ce samedi 25 mai à partir de 15h. Merci Rabi Zeroual. Merci. Voilà, et puis un entretien à retrouver en intégralité dès maintenant sur tvvendée.fr et dès demain après la matinale à 9h. Et on redonne la main à Baptiste donc pour la suite du bilan foot, rapidement sur le reste du N3, parce qu'il y avait d'autres équipes. Oui, mine de rien, il faut parler rapidement du classement général. Avec, on parlait de Fontenay qui, mine de rien, fait une très belle saison et échoue pas de grand-chose. Ils finissent à 5 points du Poirier. Ils ont fait quand même une très grosse seconde partie de saison. Ils sont revenus très très forts. Équipe, je pense, à surveiller la saison prochaine. Si l'été est plutôt stable et que ça repart avec le même groupe, je pense que c'est une équipe qui sera à surveiller la saison prochaine. Et après, à souligner, on aura quand même un contingent vendéen encore bien présent avec Chalon et la Châtaignière qui se maintiennent. Les Sables, le FCOC qui descend, là par contre a été mouvementé à venir avec l'association d'activité du TVEC. Et la fusion des deux clubs. Ouais. On passe au foot féminin avec La Roche ESO en D3 féminine. Donc là, la saison n'est pas finie. Alexandre en a parlé. Il y a une dernière rencontre ce samedi soir avec la réception de 3 qui est Lanterne Rouge. Donc normalement 3 points de plus au classement pour finir pour La Roche ESO qui va finir mine de rien dans la première moitié de tableau. On les avait accueillis ici, pour eux c'était une première année de compréhension du niveau, savoir où ils pouvaient se situer. Je pense que la saison prochaine on peut attendre de l'ESO une équipe avec un peu plus d'ambition et pourquoi pas essayer de remonter en D2. Encore à voir, là on est dans des sphères mine de rien fédérales. Et il faut attendre aussi toutes les commissions compétentes qui vont intervenir pour statuer si telle ou telle équipe a le droit de jouer à tel ou tel niveau. Donc il va falloir être patient et attendre le début de la saison prochaine. Et on continue de parler de l'ESO, mais on revient chez les garçons avec le Régional 1, puisqu'il y a un match très important pour les Ornésiens ce week-end. On parlait du contingent vendéen en N3, on aura peut-être une équipe supplémentaire avec donc l'ESO qui a brillamment fini premier de sa poule B de Régional 1 avec un très beau parcours dans une poule assez dense, mine de rien, avec des équipes de haut tableau surtout assez intéressantes à jouer comme Changé ou Beaucouzé. Il se donne le droit de pourquoi pas jouer la remontée donc face à un adversaire par contre très très solide, la réserve du Mans, qui a fait forte impression dans la poule A. Donc c'est sur terrain neutre ce samedi soir à Montreuil-Junier. Et donc au bout une probable accession en N3. Très rapidement, puisqu'on est en fin de saison, c'est aussi les finales de coupe.
j'étais obligé d'en parler, étant licencié dans le club d'Aizenay. Finale de Coupe de Vendée ce dimanche après-midi au stade Maxime Bossis entre donc Aizenay R2 et Mareuil R1. Ça va être une très belle fête du football de club avec énormément d'adhérents. Il y a beaucoup d'émulation dans les deux structures, donc ça va être un bon moment pour le foot vendéen encore une fois. Et il y a également un représentant vendéen en finale de la Coupe des Pays de la Loire, oui. C'est Pouzauges. Pouzauges, qui joue le même adversaire que le SO, la réserve du Mans. Et ça sera le 1er juin à Thoiré-sur-Loire. Exactement. Merci beaucoup Baptiste. On revient à la e-trottinette avec Monique Martin et Laurent Poupin, présidente et vice-président du motoclub de Fontenay. Donc 3e manche du championnat de France de trottinette électronique ce week-end sur la piste de karting de la Michetterie à Fontenay-le-Comte. Des essais ce vendredi, et puis donc les courses ce vendredi et les courses le samedi. Il y aura également une compétition de mini GP et mini OGP. On va revoir quelques images de e-trottinette. Laurent Poupin, expliquez-lui un petit peu ce que sont ces bolides, puisque là on est sur quand même, comme je le disais, autre chose que la trottinette de monsieur et madame tout le monde. Là, oui, là, tout à fait. Là, ça n'a rien à voir avec la trottinette de tous les jours. Là, sur ce championnat, il y a 3 catégories. Donc, le light, monotype et racing. Et là, quand on attaque le racing, déjà, ça roule déjà bien. Donc, je disais tout à l'heure, ils avaient essayé sur les grands circuits, on allait jusqu'à 150 km/h. 150 km/h sur ces trottinettes. Sur cette trottinette-là, donc, par contre, les machines chauffaient énormément, donc c'est pour ça qu'ils se sont un petit peu retournés sur les circuits karting. Mm-hmm. Et je pense que sur Fontenay, ils vont atteindre les 100 km/h. Ouais. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a des équipements particuliers. Comme sur les motos, pareil, ils sont casqués, combinaisons cuir, gantés, voilà, c'est exactement les mêmes protections, protection dorsale bien sûr, et les mêmes protections que sur une moto. Alors qui est-ce qu'on retrouvera ce week-end ? Déjà, est-ce qu'il y a des Vendéens qui pratiquent la e-trottinette ? Il n'y a pas de Vendéens. Pas de Vendéens encore ? Il n'y a pas de Vendéens. Ça va venir. Pourquoi pas ? On sait qu'il y a... Alors, ce sont tous des Français. Alors, il y a 23 engagés, à l'heure où on parle, avec 2 Suisses et 1 Sénégalais. Voilà. Tous les autres sont français. D'accord. Ils viennent de toute la France. Et alors, je ne sais pas si vous avez pu déjà échanger avec eux, qu'est-ce qui amène à pratiquer la trottinette électrique plutôt que la moto classique ? Je pense que c'est parce que c'est dans l'air du temps. Il y a quand même quelques pilotes qui courent ici et qui ont beaucoup de chaînes YouTube, des choses comme ça. Donc ils sont dans l'air du temps en fait. C'est le fun, c'est leur truc à eux. Nous, à notre âge, ça nous dépasse un petit peu, mais voilà, je pense que c'est l'avenir. Tout simplement, hein. Voilà, il faudra peut-être y arriver, voilà, tout simplement. La moto, c'est pas dépassé, bien sûr, parce qu'on fait rouler des enfants de 10 ans sur une moto, mais voilà, c'est peut-être l'avenir et on essaye d'aller là-dessus, quoi. Et alors, c'est quoi les spécificités techniques ? Est-ce que, par exemple, un bon pilote de moto va être forcément un bon pilote de trottinette ? Est-ce qu'il y a des petites variables d'ajustement ? Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui change alors ? C'est pas du tout le même pilotage. C'est pas du tout le même pilotage. Vous avez vu, ils sont debout. Ils pourraient avoir les mêmes techniques dans les virages. Des fois, ils posent le genou aussi. Il y en a certains qui posent le genou. Mais c'est pas du tout la même conduite. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et puis sur les roues aussi, il y a tout un aspect technique. On les change comme on change. C'est ça. Après, voilà. Le seul problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que c'est les batteries. Ils font des manches d'1 quart d'heure à peu près. Et il faut 1h30 de charge derrière. Et alors en termes de conditions, est-ce que même sous temps de pluie, ça peut rouler ? Bien sûr. Bien sûr, ils changent les pneus tout simplement. Tout simplement, ils mettent des pneus pluie comme la Formule 1, comme en MotoGP, pareil. Alors est-ce qu'il est prévu, envisagé au club de Fontenay, peut-être de lancer une section trottinette dans les années à venir ? Alors, on n'en a pas... C'est encore pas projeté aussi loin, dans un premier temps. Il faut déjà voir un petit peu ce que ça va donner, parce que c'est aussi une découverte à Fontenay-le-Comte, mais aussi un peu en Vendée, puisque tout le monde va voir ça pour la première fois. On ne sait pas, pourquoi pas. Après, il faut aussi que le site soit adapté pour les entraînements. Donc, il y a plein de choses à voir. Donc, on compte aussi sur la société MUX, les présidents, les élus de la communauté de communes du pays de Fontenay, sur les élus du conseil départemental et pourquoi pas de la région peut-être pour avoir quelque chose, pour remettre le site en état et puis pouvoir varier nos disciplines de vitesse
que ça soit moto ou trottinette. Mais ça, c'est un projet à préparer, à étudier, à discuter avec tout le monde pour pouvoir aller peut-être plus loin. Alors, en termes de programme, donc cette journée de vendredi va être consacrée aux entraînements. On va alterner e-trottinette, mini OGP, mini GP. Même chose finalement le samedi, mais là en mode compétition. Il y aura encore des essais chronométrés le matin et les courses l'après-midi et remise de prix sur le samedi après-midi. En termes d'organisation, qu'est-ce qui est plus compliqué? Alors, je sais que vous devez faire attention au son, au bruit. Oui. Alors, pas avec les trottinettes, du coup. Non, pas avec les trottinettes. Ça, c'est l'avantage des trottinettes. Après, au niveau organisation, ça demande beaucoup de travail en amont, puisqu'il faut des autorisations de tout le monde. Et qu'on a un dossier, comme le circuit est homologué, donc on a un dossier à faire en préfecture, à déposer, qui est étudié et qui est accepté ou rejeté ou complété. Voilà, donc il doit être déposé, puisqu'on est habilité, 2 mois à l'avance, donc avec médecins, secouristes, il faut que les pompiers soient avertis, le SAMU, la ville qui doit donner son accord, qu'on respecte tout ce qui est dans l'arrêté préfectoral avec les horaires, puisque nous on a une contrainte d'horaire par rapport au bruit, puisqu'il y a une association de riverains qui est très vigilante sur le bruit, donc on y fait très attention. Depuis, je vais parler que dans ce que je connais depuis 4 ans. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Depuis 4 ans, on n'a pas dépassé les 95... 95 décibels, c'est la limite. C'est la limite, on les a jamais dépassés. Et pas avant 9h du matin, c'est ça la règle? Pas avant 9h du matin et pas après 18h. Ah, bien. Avec une pause à midi. Et une pause à midi. En tout cas, ce vendredi et ce samedi, piste de Michetterie, c'est gratuit, ouvert à tous. Venez découvrir le e-trot racing. Rapidement, puisqu'on a pris un peu de retard. Alexandre, un mot sur Louise Maraval. On parle d'athlétisme. On va dire que ça sent bon pour les Jeux Olympiques. C'est ça, on va y aller rapidement. Comme Louise Maraval, elle a signé tout simplement son meilleur chrono en carrière, 54 secondes et 44 centièmes pour Louise Maraval, deuxième meilleure performance française de l'histoire du 400 mètres haies, derrière une certaine Marie-Josée Pérec. Eh bien, cela signifie que Louise Maraval a décroché les minima pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça sent bon, donc prochain rendez-vous pour elle. En attendant, peut-être Paris, ce sera les championnats d'Europe en Italie. Allez, les autres rendez-vous du week-end. Allez, rapidement, à La Roche-sur-Yon, mais aussi du côté de la Ferrière, l'école lyonnaise de karaté reçoit le maître italien Alessandro Cardinale. Au menu, 2 journées de stage encadrées par le karatéka 7e dan. C'est ouvert à tous. Karatéka licencié Vendée, hors Vendée, adulte, jeune, et ce dès la ceinture jaune. Direction Châlons à présent pour la Coupe de France de Palais-Fonte sur Plon. 450 doublettes réunies ce samedi. Ce sera à suivre du côté du Grand Palais. Dimanche matin, place au triathlon de La Roche-sur-Yon. Plusieurs formats au programme. 1000 triathlètes déjà inscrits. Départ à 9h du plan d'eau de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. Un mot de cyclisme aussi avec samedi le trophée Gustave Baignon. Au menu, la 3e manche du challenge Thomas Vauclair et le championnat régional des Pays de la Loire. C'est du contre-la-montre par équipe et c'est à suivre à 17h à Torigny. Et puis enfin, rendez-vous de course à pied ce week-end avec 3 événements. Dimanche matin, Saint-Julien-des-Landes accueille le Trail du Lac et la Nordique des Achards. 3 formats identiques comme l'un comme pour l'autre. Départ du lac du Genet échelonné à partir de 8h45. Et puis dimanche, toujours un départ bien plus matinal avec le Festi-Trail. Premier départ à 5h du matin. 12 km au choix ou 65 pour les plus courageux. Tout cela à suivre du côté de Saint-Malo-du-Bois. Et puis enfin, le dernier rendez-vous, c'est samedi avec le raid découverte et aventure organisé par Raidion. Canoë, course à pied, VTT, le tour en orientation, vous aurez le choix. Et c'est à suivre samedi à la Main-Borgère. Allez, il nous reste quelques secondes, on va pas passer le jingle, on va essayer de gagner du temps pour quelques questions quiz, peut-être 1 ou 2 questions quiz quand même pour nos invités. Vous avez préparé Alexandre. Allez, on y va. Allez, quelle est la longueur exacte du circuit de la piste de karting sur laquelle vous serez ce week-end? 1083 mètres. Très bonne réponse. Le compte est bon. Quel pilote de MotoGP a annoncé ce jeudi qu'il mettrait un terme à sa carrière? Si je me rappelle bien, c'est un espagnol, c'est Aleix Espargaro. Et parfaitement très bonne ça. réponse. Allez, une dernière. Et une dernière, quel est le surnom du français Fabio Quartararo? El Diablo. El Diablo. Pourquoi, rapidement? Ah, ça je peux pas vous dire. Ah, voilà, parce qu'adolescent, il courait avec un casque, avec un petit diable rouge derrière. Voilà, c'est resté. En tout cas, c'est 3 sur 3 pour Laurent Poupin. Félicitations. Félicitations. Sans faute. Parfait. Et donc, bon courage pour ce week-end. Et puis, Merci. on incite tout le monde à venir découvrir ce championnat de France de trottinette électrique donc sur circuit de karting de la Bien Michetterie. accueilli.
Merci beaucoup. Merci Baptiste. Merci. Alexandre. On vous retrouve lundi Pour le journal des sports. Journal des sports dans la matinale. Et puis pour 85 chrono, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous.